Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous, ici Delphine de Resalience, je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est mon tout premier podcast en solo et qui est très à propos d'ailleurs parce que au moment où j'enregistre ce podcast, on est au mois de mai 2023 et en fait c'est la grosse période fiscale pour les entreprises. Enfin vous allez comprendre le lien dans quelques minutes entre la période à laquelle j'enregistre cet épisode et le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est CIR et dispositif jeune docteur. Qu'est-ce que c'est quoi, de quoi on parle? Alors, pour commencer, je voulais vous préciser un petit peu pourquoi ce thème qui change pas mal des précédents que j'ai pu faire avec Alexis, ou Alexis seul, ou avec Asia. En fait, tout simplement, c'est que on me pose régulièrement la question: est-ce que je peux être jeune docteur? Est-ce que la société est éligible jeune docteur? J'ai compris que je pouvais en tirer parti peut-être, mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Donc là, je parle avec ce premier exemple de PhD qui sont en recherche d'emploi. Après, il y a aussi mes clients, donc j'en viens à la deuxième raison. Pourquoi ce thème et pourquoi moi précisément je vais le traiter, puisque je vous rappelle ou vous apprends que je suis consultante en financement de la recherche et c'est très directement lié à mon métier. Puisque j'accompagne entre autres missions, les entreprises à déclarer ce fameux crédit impôt recherche dans les règles de l'art. Et en plus, c'est directement en lien avec notre sujet de prédilection, je l'ai déjà mentionné implicitement il y a quelques secondes, puisque la mission de Resalience, c'est de vous aider par des informations, des accompagnements, etc. La construction d'un projet professionnel dans le privé quand on est PhD, et plus précisément PhD en sciences de la vie pour ce qui nous concerne. Donc, c'est parti, on attaque. Le CIR, c'est quoi? Donc pour commencer, CIR, donc c'est l'acronyme CIR, CIR, Crédit Impôt Recherche, tout ça c'est synonyme. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un dispositif gouvernemental incitatif à la recherche. En fait, l'idée c'est de permettre aux sociétés qui font de la recherche, quel que soit le domaine, on peut parler de biologie, de sciences humaines, de physique, d'informatique, d'environnement, de tout ce qui peut susciter des sujets de recherche, donc c'est très vaste. Donc dans certaines conditions, on permet à ces sociétés de récupérer une partie des investissements financiers qui ont été effectués pour la dite recherche. Je fais une petite parenthèse, c'est un peu le même fonctionnement si vous voulez quand vous faites des dons à une association par exemple, vous donnez une certaine somme et il y a un pourcentage de cette somme que vous pouvez déduire de vos impôts. Donc là, c'est le même fonctionnement. En fait, la société doit justifier des dépenses qu'elle a effectuées dans des travaux de R&D pour en récupérer une partie. Donc je vous en dis un petit peu plus sur le fonctionnement, même si mon but n'est pas que vous deveniez des consultants en financement, mais voilà, c'est pour bien comprendre le sujet. D'abord du crédit impôt recherche pour pouvoir parler ensuite du dispositif jeune docteur, parce qu'on ne peut pas attaquer le dispositif tout de suite sans comprendre le contexte. Donc ça fonctionne par année civile. À chaque fois, l'idée c'est de voir la société X, combien elle a dépensé entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année civile donnée, de voir déjà dans un premier temps est-ce qu'il y a bien eu des travaux de R&D. Il y a beaucoup de critères à vérifier, mais voilà, on va juste s'en tenir au fait que oui, il y a bien eu des travaux de recherche et développement, au sens crédit impôt recherche. De voir ces travaux, ils ont été menés par qui, parce qu'effectivement, on a un regard particulier sur le profil des personnes. Il y a des conditions de diplôme, dit autrement. Donc, travaux de R&D, ok. Des profils éligibles, ok.
et de voir combien les dépenses sont chiffrées. On parle de dépenses dites éligibles. Et à partir de cette assiette de dépenses, c'est tout le jargon du métier, on en déduit le montant de l'aide, donc le montant du crédit impôt recherche, qui est, comme je vous le disais, proportionnel aux dépenses. Alors, je marque une petite pause parce qu'il y a une aide qui ressemble au crédit impôt recherche, qui est le crédit impôt innovation, le CII ou le C2I. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que le fait d'avoir un doctorat ne change rien du tout. Il n'y a pas de conditions de profil de diplôme particulier. Pour vous la faire courte, en fait, l'État français estime que n'importe qui, entre guillemets, peut innover. Donc, l'innovation, je vous donne quand même 2-3 mots pour comprendre le concept. C'est l'idée de développer et, in fine, de commercialiser une solution commercialisable. Ça peut être du logiciel, ça peut être une chaise, voilà, ça peut être ce que vous voulez, ou presque, et qui est meilleur que la concurrence, si je simplifie le propos. Mais voilà, ce crédit impôt innovation, on le laisse de côté, c'est pas notre sujet. Le dispositif jeune docteur n'existe pas dans le crédit impôt innovation. Donc je reviens à mon crédit impôt recherche. Je vous disais que l'aide était proportionnelle aux dépenses, donc de façon très factuelle. Ce dispositif permet aux sociétés de récupérer 30% des dépenses qui ont déjà été faites. On revient sur le passé. Là, au moment où je m'adresse à vous, on est au mois de mai 2023. En quoi c'est la période fiscale? C'est le moment où les sociétés doivent déposer les liasses et d'autres documents financiers pour raconter la vie économique de la société sur l'exercice 2022, qui, la plupart du temps, est la même période que l'année civile 2022. Ok, je reviens à mon crédit impôt recherche. Donc je vous disais que les profils étaient importants. En fait, on va valoriser les équipes, puisque le coût financier de la société, le premier auquel on peut penser, c'est le coût de rémunération. On paye des personnes pour effectuer les travaux de R&D. Donc le poste de dépenses frais de personnel semble assez évident. Dans cette équipe, on doit avoir au moins une personne bac plus 5. Il nous faut un master, un ingénieur ou autre diplôme équivalent bac plus 5. Et on peut, entre guillemets, ajouter toutes les autres personnes qu'on veut, pourvu qu'elles fassent de la recherche et qu'elles aient un niveau de diplôme d'au moins bac plus 2. Alors, concrètement, comment ça se calcule tout ça? Donc l'idée, c'est de prendre, comme je vous le disais, les salaires qui sont versés à l'équipe éligible. Ces salaires, on les prend pro rata du temps investi en recherche et développement. On ne va pas prendre l'entièreté d'un salaire si la personne, elle alloue 50% de son temps à la recherche et le reste du temps, elle fait, je sais pas moi, du commercial, de l'administratif. Bon, bref, au pro rata du temps investi en R&D. Je précise un point qui semble un peu détail, mais ça aura toute son importance un peu plus tard. En fait, on ajoute un forfait à ces salaires. Ce forfait, il est 43%. Donc, on vient grossir artificiellement, si vous voulez, ce salaire de l'ingénieur, par exemple, dont on parle. Ça sert à couvrir d'autres frais annexes par la société. Peut-être, j'en sais rien, payer des autres personnes qui ne sont pas affectées à la recherche, mais qui sont essentielles au fonctionnement de la société. Bref, tout ça pour dire qu'on ajoute un forfait. Pour vous donner un petit aperçu, on peut aussi, on appelle ça valoriser par exemple du matériel, certaines factures de prestations dans certaines conditions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon on est encore là pendant 3 heures. Il y a certains coûts en lien avec la propriété intellectuelle qui peuvent être éligibles. Donc, si je formule tout ça autrement, l'idée c'est de chasser le moindre euro dépensé éligible par la société pour avoir l'assiette de dépenses la plus élevée possible pour les dépenses éligibles, j'insiste, et d'avoir le crédit impôt recherche le plus élevé auquel on a le droit. Alors, j'invente des chiffres pour vous donner une idée. Si on a une équipe de 20 personnes, on leur affecte un ordinateur chacun, donc je vais valoriser le coût d'amortissement de ces ordinateurs, bref, des factures pour des actes de R&D, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Admettons que toutes ces dépenses, ça représente 500 000 euros. Voilà, mon entreprise X, en 2022, a dépensé 500 000 euros pour ses travaux de R&D. Je fais x 30%,
eh bien j'arrive à 150 000 euros. Donc très concrètement, cette société va payer 150 000 euros de moins d'impôts. Donc je pense qu'à ce stade-là, vous comprenez bien que c'est un dispositif qui a un coût vraiment significatif pour l'État. On en entend d'ailleurs parfois parler aux informations, même si on est un peu profane de tout ça. Le crédit impôt recherche arrive parfois dans les médias pour parler des dépenses de notre cher pays. Voilà, maintenant ça reste vraiment précieux pour soutenir les sociétés, encourager la recherche, c'est un indicateur de recherche aussi à l'international. À savoir qu'on a des dispositifs, alors ça s'appelle pas forcément du crédit impôt recherche, ça va être un équivalent, ça va être calculé différemment, ça va pas forcément directement s'appuyer sur l'impôt, mais se déduire de bénéfices ou que sais-je. Mais voilà, c'est de plus en plus en vogue à travers le monde. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif, j'allais dire à la mode, mais voilà, ça suscite vraiment l'intérêt de plus en plus de pays. Tout cela expliqué, j'espère que vous avez appris plein de choses et que c'est bien clair en tout cas. Que viennent faire les docteurs dans tout ça? Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous vous rappelez, que je prends pour un profil classique, si j'ose dire, le salaire de cette personne au prorata du temps passé à la recherche, plus 43%, le forfait que j'ai déjà mentionné. Si je suis dans une certaine situation, un jeune docteur, eh bien il y a des facteurs bonus dans le calcul. Je vous explique les facteurs bonus et après les conditions à respecter. Donc, mon jeune docteur, il est payé un certain salaire. Eh bien, artificiellement, je vais déjà doubler ce salaire. J'invente un truc, il est payé 50 000 bruts chargés, ben je vais compter comme s'il était payé 100 000. Et le forfait qui s'ajoute, il n'est pas de 43%, il est de 100%. Donc si vous m'avez suivi, x2 plus 100%, en fait je compte le salaire x4. Donc on grossit encore une fois artificiellement l'assiette de dépenses de la société, ce qui forcément aura pour conséquence d'augmenter le montant du crédit impôt recherche. Pourquoi ça existe? Eh bien c'est pour encourager les sociétés à embaucher des docteurs, donc docteurs dans le sens PhD. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, ça me reviendra plus tard. Remarque en passant, quand on a un fort taux d'affectation, alors j'ai plus le calcul, le calcul se fait en 2-2, mais là j'ai la flemme, c'est pas le moment, mais c'est le principe qui nous intéresse. Si on a un taux d'affectation à la recherche qui est très élevé, ça doit être 83% à peu près, à la louche, eh bien le coût du salaire brut chargé versé au jeune docteur, il est couvert parce qu'on récupère plus tard en crédit impôt recherche. Si on fait un raccourci extrêmement maladroit, parce que je trouve que c'est maladroit, ça fait qu'on a une personne eh bien gratuite, qui coûte rien. C'est pas vraiment vrai ce que je vous raconte, parce qu'il faut quand même la trésorerie pour rémunérer cette personne. Il faut bien la payer, puisque en récupérant le coût, alors soit directement, soit par imputation sur les impôts, voilà, ça intervient plus tard. Ce que j'aime pas non plus là-dedans, c'est que même si c'est incitatif pour l'embauche des docteurs, moi parfois j'ai un peu peur aussi que ça puisse dévaluer son travail, de se dire c'est de la main-d'œuvre gratuite. Bref, je continue ma définition parce qu'on n'a pas tout à fait terminé. Ce bonus, ce salaire x2 avec ce forfait 100%, il est valable pendant les 24 premiers mois d'embauche du docteur. Donc ça se fait au jour près, hein. Et 24 mois plus tard, la personne n'a plus ce statut jeune docteur et est considérée comme un profil classique, donc salaire au prorata et le forfait de 43% dont on a parlé tout à l'heure. Donc cette personne doit avoir un PhD, donc on ne parle pas de doctorat de médecine ou de pharmacie ou de je sais pas quoi, hein, c'est vraiment PhD. En France, notre système LMD, licence master, doctorat. Ça doit être le premier CDI de la personne, d'où le fait qu'on parle de jeune docteur. Alors même s'il n'y a pas de condition d'âge, c'est une discussion qu'on a eue, je fais un petit aparté avec les mentors du programme de mentorat de Résalliance. On peut avoir des jeunes docteurs qui sont vieux. On prend le cas d'une personne qui a un doctorat
qui a 50 ans, s'il n'a jamais signé de CDI de sa vie et que c'est à 50 ans qu'il signe son premier CDI, on peut appliquer ces facteurs bonus. Bon, après, une personne âgée de 50 ans, c'est quand même assez peu probable qu'elle ait jamais signé de CDI. Mais bref, je ferme la parenthèse. Jeune docteur, voilà, on a ces 24 premiers mois. PhD, pas médecin, j'en ai parlé. Il faut que ce soit le premier CDI. Alors, après l'obtention du doctorat, alors, il y a plein de nuances. Là, je vous fais la version relativement rapide podcast. Voilà, mais je précise quand même ça parce que c'est intéressant. Si vous avez signé un CDI, genre chez McDo, H&M ou ce que vous voulez, on ne va pas vous le compter comme un premier CDI qui ferait qu'on n'aurait plus le droit de vous comptabiliser, jeune docteur, parce que ce type de contrat ne reconnaît pas votre statut de docteur et vous n'avez pas été affecté à de la recherche a priori. Donc voilà, on parle d'un premier CDI en recherche. Il faut bien évidemment, j'enfonce quelques petites portes ouvertes au passage, faire de la recherche. Si vous êtes docteur, qu'on vous embauche pour un premier CDI et que vous ne faites pas de recherche, votre nom n'apparaîtra pas dans le CIR, il n'y aura pas de calcul, la question ne se pose même pas. Je fais un parallèle, moi personnellement, je suis PhD en biologie moléculaire. Mon poste en tant que consultante en financement de la recherche, c'est mon premier CDI, mais ma société ne déclare pas de crédit impôt recherche puisque nous on fait du conseil. Faire du conseil, voilà, nous on fait pas de recherche. Maintenant, si on changeait l'activité de la société, qu'on se mettait à faire de la recherche, eh bien on pourrait peut-être avoir des jeunes docteurs et des recrutements plus récents, puisque voilà, moi ça fait plus que 24 mois que j'occupe ce poste. Je ferme la parenthèse. Alors, autre chose qui peut sembler évidente, mais que je vais souligner quand même, comme ça vous exerce un petit peu. Je ne sais pas si le métier peut vous intéresser ou pas du tout, mais voilà, s'il y en a que ça intéresse, ça vous fait aussi un petit aperçu de notre univers de consultant en financement de la recherche. Il faut que le PhD obtenu ait un lien avec les recherches menées. Si je suis docteur en architecture et que je fais de la recherche en oncologie, ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai pris un exemple exprès très contrasté où on se dit, bah oui, on ne peut pas reconnaître sa qualité de docteur et reconnaître qu'elle va appliquer des compétences acquises par un doctorat dans un domaine qui n'a strictement rien à voir. Mais parfois, c'est plus subtil que ça. On a des domaines de doctorat où on se dit, ah tiens, est-ce que potentiellement il y a un lien ? Ça peut être sujet à discussion. Et enfin, je termine avec un dernier critère qui n'est pas si simple. C'est par rapport à l'effectif R&D de la société. Cet effectif R&D, donc on a une société, on a un effectif, je sais pas moi, marketing, il y a des gens en commercial, des gens je sais pas quoi, il y a des gens en R&D, on a un certain nombre de personnes pour l'année qui nous intéresse, et bien il faut que cet effectif soit stable ou en croissance par rapport à l'année précédente. C'est pas un calcul qui est si évident que ça à faire, donc c'est aussi voilà, toute une expertise à mettre en œuvre. Ce qu'il faut comprendre de ça, en fait, c'est que on a ajouté ce critère pour éviter que les sociétés n'aillent licencier des personnes pour pouvoir embaucher un jeune docteur, parce que ce serait contre-productif. Là, on est sur, donc déjà, le CIR encourage à la recherche, le dispositif jeune docteur encourage à l'embauche de PhD. On n'est pas là pour avoir des effets délétères sur d'autres postes où on irait licencier des gens, enfin bon, bref. Donc il y a aussi le fait qu'il y ait peut-être d'autres recrutements ou voilà, à voir ce qui s'est passé l'année d'avant ou durant l'année de l'embauche d'une personne. Est-ce qu'on peut lui reconnaître le dispositif jeune docteur ou pas? Donc c'est vraiment au moment de son embauche, à la fin de l'année, il faut que cet effectif R&D soit stable ou en croissance par rapport à l'année d'avant. Voilà, donc si j'en reviens au sujet, je reprends le sujet qui était c'est quoi le CIR et c'est quoi le dispositif jeune docteur. On a fait le tour, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, mais voilà, normalement j'ai tout préparé pour que ce soit clair, même quand on débarque dans ce monde sans prérequis. Quel est le lien avec nos histoires de résalliance, d'être candidat, de rechercher un emploi? Alors,
c'est intéressant parce que les avis divergent. Certaines personnes pensent que, à raison selon moi, ça peut être un avantage quand on est candidat en recherche d'emploi, qu'on a un PhD, qu'on n'a pas déjà consommé ses 24 mois en CDI quelque part, où potentiellement il y a eu du crédit impôt recherche de fait avec ces fameux facteurs bonus. Eh bien une société qui recrute pourra vous préférer vous par rapport à une personne qui aura déjà eu un CDI ou qui n'a pas de PhD ou je sais pas quoi, puisqu'elle sait que grâce à ce dispositif, elle pourra être allégée d'un poids financier lié à votre rémunération. Ça peut s'entendre. D'ailleurs, c'est un petit peu surprenant, mais il y a des sociétés qui ne connaissent pas le crédit impôt recherche quand on a le nez dedans. On a l'impression que, voilà, que tout le monde en fait, tout le monde connaît, tout le monde maîtrise. Pas du tout. Il y a des sociétés qui ne connaissent pas ces dispositifs, qui sont peut-être un peu refroidis par toute l'expertise qu'il faut pour faire ça dans les règles de l'art sans prendre des risques vis-à-vis de l'administration fiscale. Et du coup, en tant que candidat, on peut tout à fait imaginer que vous fassiez découvrir en fait un peu plus précisément ou faire découvrir tout court ce dispositif du crédit impôt recherche et à plus forte raison la qualité jeune docteur, récupération de la totalité ou d'une belle partie de votre rémunération chargée. D'autres n'y croient pas dans le sens où voilà, si vous êtes face à une société qui connaît très très bien, eh bien vous n'allez rien lui apprendre. Et si ça se trouve, puisque c'est là où je voulais en venir, la rémunération, voilà, le salaire que vous êtes peut-être tenté de négocier, tient peut-être déjà en compte le fait qu'ils pourront récupérer une partie des finances grâce au crédit impôt recherche. Donc voilà, donc l'idée de demander 10K brut annuel en plus, parce que vous pouvez être jeune docteur, voilà, c'est pas forcément la bonne démarche. Alors après, c'est vraiment un avis personnel. Je me suis pas forcément renseignée plus que ça sur le sujet. Ma vision à moi, étant PhD, ayant postulé à des premiers CDI de la recherche, étant maintenant consultante, de mon expérience et de mon regard à moi, et voilà, de ma façon de comprendre les choses, moi si j'étais candidate, en me disant que la société peut prétendre à un crédit impôt recherche très intéressant compte tenu de mon profil, j'ouvrirais la discussion voilà, en tâtonnant, en disant tiens, je connais le crédit impôt recherche. D'ailleurs, ça peut vous donner un peu de crédit, si je puis dire, puisque vous connaissez le dispositif, si vous savez l'expliquer un peu. Voilà, ça montre que vous vous intéressez au domaine de l'entreprise, hein, parce que tout fraîchement sorti d'une thèse académique, on ne connaît pas forcément. Personnellement, je n'avais aucune idée de ce que c'était, de comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Le calme plat. Donc déjà montrer que vous savez ce que c'est, ça peut être un bon signe, je trouve. Et voilà, juste vous intéresser au sujet, voilà, est-ce que vous en déclarez? Ah d'accord, est-ce qu'il y a beaucoup de projets? Ça peut aussi vous éclairer sur toute la nature des projets de recherche de la société, voir est-ce que ça vous parle pour connaître la société dans laquelle vous postulez, c'est toujours intéressant. Et puis, ça peut être aussi un sujet de discussion de dire est-ce que vous le faites en interne, le calcul des dépenses, il y a un dossier à rédiger, est-ce que ce serait une tâche qui me reviendrait? Ça peut aussi être une question intéressante à poser pour vos éventuelles futures responsabilités sur le poste que vous voulez peut-être décrocher. Ou est-ce que vous êtes accompagné par un cabinet? À ce moment-là, est-ce que je vais être amenée à discuter avec des consultants pour mener à bien cette mission crédit impôt recherche? Enfin voilà, ça peut vraiment, j'en suis vraiment convaincue, ça peut donner naissance à une discussion intéressante en entretien. Et voilà, pas débarquer avec vos gros sabots, je peux être jeune docteur, payez-moi très cher parce que vous allez récupérer plein de sous. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne démarche. Donc voilà, tâtonner avec un intérêt sincère pour l'activité de la société, tant au niveau R&D que en trucs un peu annexes de comptabilité, d'exercice fiscal, patati patata. Voilà.
Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai mis, 24 minutes. Bon, très bien. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur le dispositif CIR, sur ce statut de jeune docteur, sur le métier, sur ce que vous voulez. Si je peux y répondre, je le ferai avec vraiment grand plaisir. Voilà, n'oubliez pas que ce que je vous ai présenté, c'est vraiment une version édulcorée, même si j'essaie de lui donner voilà, de la saveur, de la matière et du crédit. Maintenant, après, pour aller voir les choses dans le détail du détail, eh bien, c'est le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques qui vous attend, et tous ces textes de loi qui peuvent être un petit peu obscurs quand on n'est pas forcément habitué, mais c'est en ligne, c'est public, vous pouvez les consulter et ça peut être un exercice sympa. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon quel est le moment que vous avez choisi pour m'écouter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Allez, ciao!